Avant de donner la parole à Eric, je pense qu'il faut remercier aux organisateurs. Alors, Benoît, Evelyne et Frédéric, merci beaucoup d'avoir organisé un atelier très, très agréable. Et maintenant, Eric Baillot va nous parler à propos des métriques de Poincaré Einstein géométriquement finies. À toi la parole. OK. Merci, Emily, pour la présentation. Et merci à Evelyne Benoît et à Frédéric de m'inviter ici. Oui, alors aujourd'hui, je vais parler des métriques d'Einstein sur les variétés non compactes. Alors, le résumé, c'est je vais faire un bref rappel de l'espace hyperbolique, les métriques asymptotiquement hyperboliques conformément compactes et le problème de remplissage d'Einstein. Et après ça, je vais introduire les métriques asymptotiquement géométriquement finies avec des pointes ou des cuspes et l'annonce de leur résultat principal et quelques mots sur la démonstration. OK. Alors, pour commencer. Alors, c'est un exposé qui est un mélange de Beamer et d'un tableau. Alors, l'espace hyperbolique, rappelons, c'est un modèle, c'est la boule unité ouverte dans l'espace euclidien. Alors, je peux désigner comme ça. Et la métrique hyperbolique est donnée ici. C'est la métrique euclidien fois une fonction. Et je vais appeler la fonction ρ, qui est ici. C'est une fonction définissante du bord. Alors, une f dB. Alors, s'annule simplement sur le bord. OK? Et les propriétés importantes de la métrique hyperbolique aujourd'hui, c'est que si on prend h bar, et c'est le métrique hyperbolique fois le FDB carré, se prolonge sur la boule fermée. Aussi, si on calcule la norme de D0 carré, c'est égal à 1 sur la sphère. Bien sûr, la métrique hyperbolique est complète. Elle a les courbures constantes, moins 1. Et aussi, si on prend le métrique euclidien et restreint sur la sphère, on obtient la classe de conforme canonique. Okay. Alors, les métriques asymptotiquement hyperboliques, on va considérer sont les métriques sur une variété de dimension n non compacte qui est l'intérieur d'une variété compacte à bord. Alors, peut-être je peux désigner quelque chose comme ça. Et on prend une fonction définissante du bord, une FDB comme ça, et on dit que G est, alors, G est conformément compact si la métrique G bar, qui est définie comme rho carré G, se prolonge comme une métrique à M bar. OK. Alors, par rapport à G, cette hypothèse a le fait d'envoyer le bord à l'infini. Alors, J est complète et à la courbure bornée. OK. Et si on a que la norme de D rho carré par rapport à G bar égale à 1 sur le bord, on peut voir que tous les courbures sectionnelles tendent vers moins 1 avec des termes comme qui décroît comme ρ. Et on dit que G est asymptotiquement hyperbolique.
OK. Alors, aussi, on donne un nom, on dit le classe conforme de la métrique G bar restreinte sur le bord et l'infini conforme. Okay. Et c'est trop d'espoir que la courbure est constante, ce n'est pas une variété hyperbolique, alors peut-être on veut une occasion quand même, alors on dit que G est point carré Einstein si elle est une métrique d'Einstein. Alors G est point carré Einstein si la courbure de Ricci est constante, mais je vais l'écrire comme ça. G bar n'est pas unique et on peut toujours choisir cette métrique telle que la norme des rho soit 1, n'est-ce pas? Donc, Oui. ce n'est pas une condition, c'est une convention. Oui. Merci. OK, alors la provenance de ces métriques. OK, alors peut-être, oui, la provenance de ces métriques vient de la physique. Je pense que les métriques conformément compactes ont été introduites par Roger Penrose dans les années 60, je pense. Mais grâce au travail de Pfefferman et Graham et les développements en physique, il y a un problème de limite pour ces métriques de Poincaré Einstein. Et c'est le problème ici. OK. Alors, étant donné une variété et une classe conforme sur le bord, comme j'ai décrit auparavant, peut-on trouver une métrique asymptotiquement hyperbolique telle que la métrique d'Einstein et le classe conforme et le donné et l'infini conforme de G. OK? Alors, c'est un problème aux limites de Dirichlet dégénéré. Peut-être quelques petits mots. Alors, le EDP, ce n'est pas un système elliptique, mais c'est presque elliptique. On va voir ça plus tard. Les coefficients de l'opérateur s'annulent quand ρ tend vers 0. Alors, c'est un problème assez singulier. Et le problème de régularité est assez délicat. Oui. On sait que les métriques d'Einstein sont analytiques, mais bien sûr lisses, mais on va voir que non, la régularité de la métrique G bar n'est pas toujours lisse, okay? Même si l'infini conforme est lisse. OK, aussi, il y a un mélange entre les structures riemanniennes et les structures conformes. Alors, et aussi, les conditions au bord, c'est une condition à l'infini. Alors, c'est un peu difficile. Alors, c'est un problème de Dirichlet, mais un peu dégénéré. OK? OK, mais peut-être je peux dire quelques petits mots. OK, en fait, pour cet exposé, je vais parler seulement dans la catégorie lisse. Pour les travaux de Pfefferman et Graham qui ont étudié ces métriques dans la géométrie conforme avec la métrique ambiante, ils ont juste besoin des développements formels. Mais en tout cas, c'est toujours un problème intéressant de trouver le problème d'existence, unicité, régularité, c'est toujours un problème intéressant. Alors aujourd'hui, je vais parler de le problème de lisse, mais il y avait des résultats en catégorie analytique. En fait, le professeur Weber a démontré un résultat d'existence
je pense dans les années 80. Mais dans la catégorie lisse, on sait que l'espace hyperbolique, oui, avec la structure canonique sur la sphère, est un exemple d'une métrique de Poincaré-Einstein. Alors, on a un résultat de perturbation de Graham et Lee. Après ça, on avait, alors c'est une perturbation de cet espace, l'espace hyperbolique réel. Olivier Bicard a obtenu des résultats de perturbation sur les métriques hyperboliques complexes, hyperboliques quaternioniques, les métriques asymptotiquement symétriques. Et Lee a obtenu des autres résultats dans le cas réel. On a une théorie globale proposée par Michael Anderson en dimension n égale à 4. Aussi, on a des résultats des non-existences sur la boule en dimension 8. Il y a des structures conformes sur la sphère en dimension 7 qui ne sont pas remplissages, sont pas des remplissages des métriques d'Einstein. Et regarde ça, on a un résultat nouveau. L'existence locale, il n'y a pas une obstruction. Alors, pour toute variété compacte avec une structure conforme, on peut trouver un petit épaissage de la variété compacte et trouver une métrique de Poincaré-Einstein avec l'infini conforme donné. OK. OK, alors, l'annonce le théorème de Graham et Lee. Alors, c'est dit, soit si on prend la boule avec la métrique canonique sur la sphère en dimension n égale ou plus grand que 4, toute métrique G chapeau lisse sur la sphère qui sont pas trop loin en norme de Holder, il existe un remplissage, une métrique G asymptotiquement hyperbolique qui est d'Einstein et avec l'infini conforme donné. Alors, c'est impossible de vraiment donner un portrait, mais peut-être, OK, on a la structure conforme sur la sphère et on fait une petite perturbation. On peut remplir avec une autre métrique d'Einstein, quelque chose comme ça. OK. Et notez que la dimension c'est n égale ou plus grand que 4, c'est parce que n égale à 3, on sait que les métriques d'Einstein sont des métriques courbure constante. Alors, c'est une autre histoire pour une autre journée peut-être. Et oui, et aussi, le cas ici, on sait aujourd'hui que on a besoin seulement de K plus grand ou égal à 2. OK? Alors, c'est le résultat qu'on va généraliser un peu plus tard. OK. Alors, notre question de départ était la suivante. On sait qu'il y a des autres métriques hyperboliques. Oui, ce n'est pas seulement le métrique hyperbolique simplement connexe. On peut prendre des quotients de l'espace hyperbolique. Alors, on peut demander, peut-on paramétrer des autres métriques d'Einstein près de certains quotients de l'espace hyperbolique? Okay? Et c'est un projet que j'ai commencé avec Frédéric Rochon, qui est là, à UQAM. Oups, quelque chose. Parfait, OK. OK, alors, je vais donner un bref rappel à la géométrie hyperbolique pour introduire ces métriques. OK? Alors, on va considérer l'espace hyperbolique, la boule, avec un groupe gamma discrète d'isométrie qui agit là-dessus. Et c'est bien connu que tous les éléments de gamma sont classifiés par le numéro de points fixés sur le bord. Alors, on peut fixer 2 points, 1 point ou aucun point. Okay. Et le cas intéressant, c'est le cas quand on a des éléments paraboliques, parce que c'est le cas où ça engendre des points.
OK. Je ne sais pas si c'est le bon mot en français. J'ai trouvé sur l'Internet, mais Olivier Bécard a dit cusp. Alors, peut-être c'est clair. Alors, on va considérer les groupes avec les éléments paraboliques. Et aussi, je vais exclure le cas où on a des éléments elliptiques. Ça engendre des orbifolds. Désolé, Emily, mais on ne va pas parler des orbifolds. OK? OK. Alors, on dit que gamma est géométriquement fini s'il existe un domaine fondamental borné par un fini numéro de hypersurfaces géodésiques. Et aussi, on dit que gamma est convexe, co-compact s'il contient aucun élément parabolique. Mais là, dans ce cas, le quotient est conformément compact et les métriques d'Einstein, les déformations comme le théorème de Graham-Lee a été déjà fait par lui en 2006. Alors, on vraiment veut des éléments paraboliques pour avoir quelque chose de nouveau. OK? OK. Alors, on a un groupe discret géométriquement fini avec les 100 éléments elliptiques. OK, on sait qu'il y a une décomposition de l'espace quotient en un grand ensemble précompact et des voisinages de l'infini qui sont isométriques ouverts de l'espace hyperbolique. Okay? Alors, c'est soit une demi-boule ou soit une fibrée vectorielle plate. Et OK, je vais désigner, mais ici, je veux juste dire que le premier cas, c'est le cas de la croissance de volume maximal. Et le deuxième cas, c'est un croissant intermédiaire. OK. Alors, j'aimerais dessiner quelques petits dessins. Ce n'est pas super précis, mais je pense que ça donne l'idée. Alors, peut-être je peux commencer dans un cas simple, H2, le modèle du demi-plan hyperbolique. Alors, peut-être quelque chose comme ça. Mais peut-être j'écris un coordonnée complexe. Et on prend une translation comme ça. Alors, un domaine fondamental, quelque chose peut-être comme ça, oui, et on colle les points comme ça avec le groupe. Et si on prend le quotient, on obtient une variété qui est topologiquement une cylindre avec deux côtés, un côté une pointe et l'autre côté, je ne sais pas le mot en français, très grand. Alors, mais OK, ben, je vais faire quelque chose d'autre. Peut-être on prend une inversion dans un demi-cercle. Et là, on obtient une variété comme ça, avec une pointe. Mais c'est une pointe de rang maximal. En fait, le volume est fini. Et je vais l'exclure dans cet exposé parce que les cas pour les pointes de rang maximal ne touchent pas l'infini conforme. Alors, je veux travailler avec les pointes de rang intermédiaire. Et le voisinage de la pointe, c'est quelque chose comme ça. Oui, c'est ici. OK? Peut-être un autre dessin un peu plus compliqué. On peut prendre H4. On peut désigner le demi-espace, peut-être comme ça. Alors, X, Y, Z, W. OK? Et on prend un gamma. Alors, si on prend
une hypersurface comme ça, une hypersurface comme x égale à une constante, alors c'est une horosphère. Et on sait que gamma agit comme une isométrie euclidienne. OK? Alors, on peut prendre un exemple. Peut-être on peut prendre quelque chose. Alors, je vais désigner l'hypersurface ici. Peut-être on peut prendre quelque chose comme ça, où on a une translation. Et dans les autres sens, on a une rotation. Alors, peut-être je peux écrire quelque chose comme... c'est seulement un exemple ici. Alors, quelque chose comme ça. Alors, Y, Z, W est envoyé à Y plus 1 et une rotation. Alors, ici, c'est la translation, la groupe abélienne, c'est de dimension 1. Alors, c'est le rang de le point. Alors, c'est rang 1 ici. OK? Et on voit que, le fibré vectoriel vient d'ici. Alors, ici, dans ce cas, on a V égale à S1 fois R2 sur S1. OK? Alors, ça donne une idée. Et si l'angle de la rotation, c'est irrationnel, on a un fêtage. Alors, c'est une structure assez compliquée. OK. Alors, avec ces quotients et avec cette décomposition, on a aussi une compactification de Mazzeo et Phillips. OK. Alors là, on a un groupe sans éléments elliptiques avec des points de rang intermédiaire. Et Mazzeo et Phillips ont introduit la compactification de le quotient à une variété à coins. OK? On a une liste des hypersurfaces du bord. Alors, le premier, c'est le hypersurface de l'infini conforme et les autres sont les hypersurfaces des pointes. Alors, peut-être un petit dessin, c'est quelque chose comme ça. Oui. Alors, on sait que d'une manière, les pointes, la hypersurface des pointes touche l'hypersurface des cuspes. Et on a la métrique hyperbolique, on a une modèle près du coin comme une métrique comme ça. Okay? Alors, je vais faire juste un autre petit dessin pour expliquer cette décomposition. Alors là, je vais prendre encore, en fait, c'est plus facile de désigner en 3 dimensions. Alors, je prends X, Y et Z. Oui, peut-être je fais la translation en Z. OK, alors, quelque chose comme ça. Mais si on prend Z fixé et on regarde, on a une copie de H2 ici avec Y et X. Et on peut faire une inversion dans le dimension ici. Alors, ça le fait de prendre le point à l'infini et le mettre à l'origine. Alors, OK. Je n'écris pas la transformation, mais OK, alors maintenant peut-être c'est T et U. Alors, et on a la pointe ici. Et on fait un éclatement. Ben, c'est la même chose d'introduire les coordonnées polaires à l'origine. Alors, on a eu T et U. Et là, on a R pour l'hypersurface de le point. Et peut-être une angle comme ça. Ou l'angle, oui. Quand l'angle est pi sur 2, c'est l'infini conforme, quelque chose comme ça. OK, et si on prend le métrique hyperbolique ici et on fait les transformations, on obtient une métrique comme ça. Alors, le dθ, c'est une métrique sur une demi-sphère. Ouais.
Et ici, c'est une métrique plate. OK? Alors, ça explique la compactification et le métrique modèle. OK. Alors, quelques petits mots sur les métriques modèles. OK, on sait que... Alors, je vais échapper le I. Je vais seulement parler de R et ρ. Comme une métrique hyperbolique, on sait que H est complète et elle a la courbure bornée. En fait, tous les dérivés sont bornés parce que c'est une métrique hyperbolique. Mais à cause des pointes, le rayon d'injectivité est 0. Okay? Et c'est intéressant, on peut réécrire la métrique, on peut réécrire comme ça, on prend un facteur de R carré et la métrique peut s'écrire comme ça. Et il y a une structure de Lie à l'infini qui se cache ici. Et c'est une espèce de mélange entre la structure de zéro calcul et le phi calcul. OK, si on efface le phi, pardon, si on efface le ρ, c'est une métrique d'un phi calcul, et si on efface le R, c'est une métrique, un zéro métrique de Mazzeo et tout ça. Alors, je vais dire d'autres choses plus tard. Mais pour nous, on veut des métriques asymptotiquement hyperboliques. Alors, on a un modèle, et ce qu'on va faire, alors c'est le même texte, ce qu'on va faire, c'est on va dire qu'on a une métrique asymptotiquement hyperbolique géométriquement finie. Si on peut écrire G comme H plus Q, où Q est un tenseur symétrique avec une croissance comme ça. Alors, on a besoin qu'on a de décroissance en les variables définissantes du bord des pointes, mais c'est borné en variable définissante de l'infini conforme. Et bien sûr, j'ai écrit, c'est pas précis ici, bien sûr, on a besoin des dérivés. Okay? Alors, il faut définir des espaces de Holder avec poids pour définir comme il faut, mais ça donne l'idée. Okay? Alors, ça donne l'idée des métriques asymptotiquement hyperboliques, géométriquement finies. Elles sont juste une perturbation de la modèle. OK. Alors, voici notre résultat principal. OK? Alors, peut-être je vais faire un petit dessin en avant de lire. J'ai besoin d'un ensemble U, une ouverte telle que le fermeture touche pas la hypersurface des cuspes. Alors, si on prend une métrique hyperbolique géométriquement finie avec des points de rang intermédiaire, et en dimension n égale à 4, on a une pointe technique. On peut prendre seulement les points de rang 1. Si on prend un tenseur à support compact dans U, qui est une perturbation de la structure conforme de H, il existe une métrique asymptotiquement hyperbolique et géométriquement finie sur M telle que elle est d'Einstein et elle a l'infini conforme donné. OK? Alors, c'est une généralisation de la théorème de Graham-Lie. Et peut-être, si j'ai assez de temps, je vais parler un petit peu de cette hypothèse. On a besoin plus de contrôle dans les espaces d'Holder de la perturbation, mais on peut faire la construction quand même. Excuse-moi, Eric. Ah oui. Donc, un truc que je ne comprends pas bien ici dans ce théorème, là, c'est que
la métrique, la classe conforme à l'infini semble être définie à droite seulement sur un sous-ensemble là, du bord de l'infini. C'est pas sur tout l'infini. Oui, oui, ben c'est seulement comment on dit ça? Oui, Q a le support compact. Oui, alors c'est seulement, on prend, mais peut-être je comprends pas ton question. Non, mais non, c'est-à-dire que quand on regarde l'infini conforme, bien sûr, il y a l'infini conforme. Donc, on veut modifier cette métrique-là seulement dans une partie compacte, je comprends. Ouais, ouais. Mais qu'est-ce que ça veut dire, cette notation? Ça veut dire que pour tout le reste hors de TU, ça va être la métrique originale, c'est ça, à l'infini? Oui, oui, je pense. Ça va être la même que H, que la métrique de H chapeau ou quelque chose comme ça. Oui, 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 ici. Ok. Oui, OK. Oui. OK. Alors, j'aimerais donner l'esquisse de la démonstration et faire une comparaison entre le théorème de Gramley et notre théorème un petit peu. Alors, la première étape est une étape assez standard. On remplace avec un choix du métrique. Alors, asymptotiquement hyperbolique, c'est alors pour Gramley, c'est conformément compact. Pour nous, c'est l'autre sens. Alors, on remplace l'équation d'Einstein avec une équation avec une terme de jauge. Alors, ici, c'est le même terme de Gramley, c'est le terme de Turk. OK? Et c'est bien connu que le dérivé par rapport à la première variable de cette métrique à l'espace hyperbolique donne un opérateur elliptique, c'est le Placien de Lichnerowicz avec une constante. Et on sait, si on résout l'équation pour Q, et on a la courbe Ricci négatif, un principe de maximum implique qu'on a une métrique d'Einstein. OK? Alors, c'est une étape, je pense que c'est assez standard et on a utilisé la même étape que Gramley. OK, mais il faut faire d'analyse de cet opérateur, de trouver une inverse. Alors, la deuxième étape, on définit des espaces d'Holder avec proie. Alors, pour nous, alors S ici, c'est l'espace de tenseur symétrique de covariante. Sigma, c'est une fonction de définition totale. Alors, c'est le produit de toutes les fonctions définissantes. Et on a besoin ici, dans ce cadre, une vecteur de poids. Alors, mu0, c'est le poids pour la décroissance à l'infini conforme et les autres pour la décroissance à le hyperséras de Cusp. Et les dérivées covariantes, etc., sont pris toujours par rapport à la métrique modèle, à H. OK? Et, OK. Et on a que le Placien Lichnerowicz avec cette constante est un isomorphisme pour un certain intervalle de ρ. OK? Pour Gramley, en fait, l'intervalle est entre 0 et n-1. OK? Alors, OK. Alors, là, on avait dû travailler. Alors, je vais expliquer un peu plus dans quelques minutes. La troisième étape, on a besoin de construire des solutions approximatives. OK? Et il y a des opérateurs de prolongement, alors S, J et T, qui prennent des métriques sur le bord et obtient des métriques asymptotiquement hyperboliques qui sont des solutions approximatives de l'équation pour Q.
OK? Alors, c'est fait avec des fonctions de coupure, fonctions de plateau et beaucoup de calculs formels. En fait, c'est beaucoup comme on résoudre un EDO avec des points singulaires. OK? En fait, ça explique, on peut pas améliorer la solution approximative. Il y a un point où on peut pas continuer à cause des exposants indiciels. Okay? Alors, pour nous, c'est G égale à n-1. Okay? On ne peut pas trouver oui, on ne peut pas résoudre à l'ordre infini. Okay? Mais oui, alors, on peut pas. En gros, c'est une solution approximative qui prend des métriques et qui colle sur les métriques hyperboliques, mais dans un voisinage du bord, on résout l'équation. OK? Alors, la dernière étape, c'est un argument du théorème d'inversion locale. Et on trouve qu'il existe dans avec la bonne poids, il existe une tenseur qui vérifie cette équation. Et après ça, c'est facile. On a la métrique qui a la bonne infinie conforme et qui résout l'équation d'Einstein. Okay? Encore, le troisième et le quatrième étape, c'est assez standard et on a utilisé les calculs de Graham-Leon parce qu'on travaille dans avec des perturbations complexes. On peut utiliser leurs calculs. OK. Troisième étape, c'est par récurrence ou c'est par récurrence par G ou est-ce que c'est... Ici? Oui, le troisième. Oui. Oui, par récurrence, le G. Oui. Oui. Le J. J. Oui. Oui. Oui, mais ça marche à une dernière exposant. OK. Alors, c'est tout. C'est la preuve. Mais peut-être il faut dire quelque chose sur la preuve de l'inverse de Laplacien. Alors, je vais donner quelques petits mots. OK. Alors, ici, je prends le Laplacien peut-être sur les fonctions et plus une constante. Et l'idée de preuve. Alors, je vais commencer à la Graham-Lee. OK. L'idée là était de prendre une suite d'ensembles comme ça. Alors, la suite est croissante. OK? Et avec la théorie classique, on peut résoudre le problème de Dirichlet sur les ensembles. OK? So, OK. Mais pour extraire une limite, quand on a besoin d'une estimation, OK? Une estimation a priori, alors on peut extraire une limite quand on a une estimation du genre quelque chose comme ça. Alors, l'appel rho est la fonction définissante du bord. OK? Alors, on obtient cette estimation si on peut construire une fonction barrière qui résout une inégalité. Alors, on l'obtient si on construit une fonction barrière globale. Alors, à Graham-Lee, c'est global, qui est une puissance de la fonction définissante du bord et avec une égalité différentielle comme ça.
OK? Et cette étape donne les poids qui marchent. Alors, quand on fait cette calcul, on trouve les bons poids qui marchent dans l'argument pour faire l'inversion. Et dans le cas de Graham et Lee, parce qu'ils sont sur la boule, ils ont construit cette fonction barrière explicitement avec oui. Oh, pardon. OK. Peut-être c'est une bonne idée de dire que dans ce cadre, on a des estimations elliptiques sur des petits boules, mais non, ce n'est pas des petits boules, mais sur les boules de rayon 1 par rapport à l'espace hyperbolique. Alors, mais avec nos yeux euclidiens, les boules deviennent plus petites près du bord. Ben, on a des estimations uniformes là. OK? Mais dans notre cas, OK, on va faire la même chose, mais on va utiliser une autre suite ensemble. Alors, une suite spéciale. Alors, on va prendre une suite comme ça. Alors, oméga J, c'est quelque chose comme ça. OK? OK. Alors, je trouve que on a un peu le goût de les estimations que Olivier Bicard a mentionné l'autre journée. Mais OK, ici, on a des estimations de Schauder à bord pour cette famille d'ensemble. OK? Et on utilise la même idée que Graham et Lee. On veut voir si on a une estimation, une inégalité différentielle pour une puissance de la fonction totale définissant du bord. Mais on a besoin seulement hors de ces de l'ensemble. OK, mais en supposant qu'on peut résoudre les problèmes de Dirichlet sur les ensembles, et en supposant étoile, et que les fonctions continues avec le poids mu, intersection le noyau de l'opérateur est 0, on peut résoudre le problème de Dirichlet et extraire les limites avec un argument de contradiction. On peut résoudre le problème de Dirichlet. OK, mais là, ici, à cette étape, on a besoin que mu0 est plus grand que n-1 sur 2. Et c'est la raison qu'on a besoin plus de contrôle de l'infini conforme que Graham et Lee, parce qu'on a modifié cet argument. Pardon, tu pourrais répéter les rôles de grand K? C'est une constante arbitraire positive ou? Ah oui, OK, non, ici, oui, ici, je parle d'une constante arbitraire positive, mais dans le théorème, on a besoin, en fait, je pense que le constant est moins 2 sur les tenseurs symétriques sans trace, quelque chose comme ça. Alors, ça dépend de l'application qu'on veut. OK, alors pour finir, je pense que j'ai seulement 2 minutes. Pour finir, je pense que je vais juste dire que maintenant, on a des travaux en cours
Et alors, ce qu'on veut faire, on veut construire un calcul sur le différentiel des opérateurs, comme j'ai dit auparavant, ce sont des métriques conformes aux métriques asymptotiquement géométriquement finies. Et c'est un mélange entre le travaux de Rafe Mazzeo, le zéro calcul, et le phi calcul de Boris Vaillant. Okay? Et avec ça, on a l'espoir d'avoir une existence d'un développement polyhomogène de ces métriques d'Einstein. Alors, c'est intéressant pour la régularité. Et après ça, le prolongement des invariantes conformes dans ce cadre, peut-être le volume rénormalisé, la formule d'Anderson, etc. Et je pense que la porte est ouverte pour étudier la géométrie conforme avec une infinie avec des pointes. Alors, je pense que c'est intéressant. OK, je vais terminer. Okay, merci. Merci, Eric. Y a-t-il des questions? Oui, alors, qu'est-ce qu'on peut dire de l'unicité de ces métriques d'Einstein? D'Einstein, en fait, je ne sais pas beaucoup. Vous parlez de le cas de conformément compact ou de notre cas? Oui, conformément plate et dans un voisinage d'une métrique. Évidemment, c'est très difficile à démontrer un vrai terme d'unicité, mais Oui. localement, on peut dire quelque chose, au moins dans le cas d'un beurre compact. Hein. Par exemple, le terme de Graham et Lee sur la boule. Oui. Je pense. En fait, je ne connais pas les travaux super bien, mais je pense que c'est connu pour les métriques de Graham-Lee. Il y a quelqu'un, Gang Lee, je pense, qui a fait le résultat de unicité quand on a le bord, je ne sais pas si c'est le mot français, homogène. Je pense qu'il y a un terme, mais je ne sais pas beaucoup. Même dans le cas où le beurre est très près à la métrique conformément plate. Ça, c'est la situation de Graham-Lee sur la boule, mais on peut penser aussi au quotient à beurre vraiment compact. Oui, peut-être. Je ne suis pas sûr. Je suis désolé. Oui. C'est une question intéressante, mais je n'ai pas pensé. Est-ce que ça nécessite juste un terme de fixation de jauge pour un diffeomorphisme qui satisfait la jauge de Bianchi, de sorte que l'équation d'Einstein s'écrive sous la forme sous laquelle tu l'as écrite. C'est juste, en principe, c'est juste un autre Laplacien à inverser. Donc, si vous avez les techniques pour inverser ce Laplacien-là sur les tenseurs symétriques, là, c'est un Laplacien sur des informes. Normalement, c'est plus simple, donc ça doit être faisable. Donc, tu penses, Olivier, que c'est unique localement? Oui. Oui, oui, parce que normalement, surtout sur une métrique hyperbolique, il n'y a aucun problème pour fixer la jauge de manière unique. Et Oui. une fois que la jauge est fixée, la linéarisation, elle est vraiment inversible, il n'y a pas de mesure. Mais ça, c'est toujours dans le cas où le beurre est conformément plate. C'est vrai? Non, le fait qu'on puisse fixer la jauge, c'est général. Hein, il n'y a pas besoin que le bord soit conformément plate. Mais en termes du fait que le noyau est trivial. Que le noyau global soit trivial, ça oui, ça y a une hypothèse. Donc on sait que c'est vrai, par exemple, si la métrique d'Einstein a courbure négative. Mais, donc en particulier dans le cas hyperbolique. En général, ce n'est pas forcément vrai. Il y a d'ailleurs des contre-exemples. Le noyau, c'est donné par des champs de Killing ou? Le noyau. Dans le cas conformément plate, non, je crois que. Oh.
Le noyau de quoi? De la La linéarisation de la linéarisation Doppler-Einstein? Non, non, ça n'a rien de spécial. Hein, non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de champ de Killing en général parce qu'on regarde, on regarde que des champs. Enfin, on regarde que des champs de Killing qui fixent l'infini en général, donc ils sont nuls à l'infini et ça implique automatiquement qu'ils sont nuls partout. Mais j'ai juste une question pour comprendre si j'ai bien compris les hypothèses. Donc, la perturbation de la structure conforme à l'infini, on le fait en dehors des pointes, c'est ça? Sur un compact qui... Oui, oui, exactement. Mais la structure conforme, je n'ai pas complètement compris. Donc la structure conforme sur le bord, donc elle a des singularités, c'est ça qui sont des cusps, Oui, alors, et ça se voit comment du point de vue conforme? je ne suis pas clair du question. Le bord, donc, est une variété conformément plate, mais pour dire qu'il y a des cusps, il faut imposer une jauge, un choix de métrique dans la classe conforme. Mais si le bord est hyperbolique, par exemple, c'est bien défini. On peut imaginer de commencer avec une variété hyperbolique en dimension n-1, cusp, et puis de l'état. Mais en général, ce qui est le plus naturel, c'est de prendre le produit avec l'intervalle uni et de longueur 1. D'accord, donc ça ne se voit pas sur la structure conforme qu'il va y avoir un cusp. Oui, C'est-à-dire que les métriques, quand on prend la métrique hyperbolique à géométrie finie, sur l'infini conforme, la métrique qu'on obtient, un choix de classe conforme qu'on peut choisir, ça va être une métrique qui va avoir des pointes feuilletées. C'est ça le cas général. Donc, peut-être Eric n'a pas eu le temps trop d'expliquer, mais en général, il y a un feuilletage sur les pointes et qui va se refléter aussi sur l'infini conforme. Il va se refléter comment? Donc, Eric a parlé d'un fibré plat, qui est le modèle sur le cospe, sur les pointes. Et les feuilles, c'est regarder les sections plates ou les sections parallèles. Donc, en général, ça va dire un feuilletage. C'est le feuilletage qui apparaît dans ce cas-ci. Donc, pour la métrique. Et donc, les directions dans les feuilles, ça donne les pointes. Et puis, la base de l'espace de feuilletage, si on veut, c'est ce qui paramétrise les pointes à l'infini pour les métriques dans l'infini conforme. Et moi, je dois dire, on a été peut-être un peu paresseux pour déformation d'infini conforme. Je pense qu'on aurait peut-être pu pousser la méthode pour enlever l'hypothèse que les déformations sont compactes sur H0, peut-être en ajoutant des conditions naturelles de décroissance. Mais là, il aurait fallu adapter le travail de Gramley pour que ça fonctionne uniformément quand on va dans la pointe. Je pense que c'est faisable, mais on a décidé de ne pas le faire. De toute façon, si je comprends bien, pour l'analyse, vous utilisez essentiellement des arguments barrières, de fonctions barrières, c'est ça? Oui. Donc, il faut trouver des fonctions barrières qui vont jusque là où il y a les pointes. Voilà, mais de toute façon, ces arguments de fonctions barrières, ils ne sont jamais optimaux. Hein. Dans le cadre hyperbolique, on n'arrive pas à les rendre optimaux. Pour avoir les arguments optimaux, il faut vraiment faire l'analyse, la Mazzeo ou Vaillant, ou je ne sais pas quoi. Émilie, j'ai l'impression que Berthe veut poser la question. Aussi une question. Alors, vous avez cette perturbation de ces métriques d'Einstein et on peut regarder les relèvements universels. Alors, est-ce que ça donne des perturbations de métriques d'Einstein dans le sens de Lie et Gram? Donc, est-ce que c'est quelque chose comme
une version équivariante de Lie et Gram ou est-ce que c'est quelque chose d'autre? Si on regarde les revêtements universels, est-ce que ça donne une perturbation de Gram et Lie ou pas? Certainement, si. Oui, alors, le Non, mais modèle... c'est une perturbation, mais elle est très singulière. hein. La perturbation conforme de l'infini, c'est quelque chose de complètement pathologique. Donc ça ne rentre pas du tout dans le cadre de Gram-Lie du point de vue de la régularité. Ah oui, c'est ça. Alors, une régularité étrange, oui. Oui. Ouais. Ben, disons, on arrive à contrôler ce qui se passe dans les pointes quand on résout, quand on déforme. Donc, il se passe quelque chose dans les pointes, mais qui décroît à un certain taux, mais quand même, c'est là. J'avoue, moi, je n'ai pas pensé qu'est-ce qui se passe si on regarde, on essaie de voir qu'est-ce qui se passe si on passe au revêtement, là, mais ouais, Même dans le cas où le beurre est compact, une variété conformément plate compacte, il y a un certain rôle, je crois, du signe de l'inverse de Yamabe, du beurre, n'est-ce pas? Ce n'est pas clair ce que ça veut dire dans ce cas à pointe, à cusp. oui, je vois. D'autres questions? Je voudrais peut-être juste ajouter une précision que c'est le phi calcul, c'est pas le phi calcul de Vaillant, c'est le phi calcul de Mazzeo et Melrose. Mais Vaillant l'a beaucoup utilisé. Oui. OK, on remercie encore Eric